Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode pour apprendre les règles d'Old World. Nous voici à l'avant-dernière vidéo de cette série pour apprendre Warhammer Old World et on va faire un épisode un peu plus simple, un peu plus court par rapport à celui qu'on a eu dernièrement avec les formations et les types de troupes qui étaient très importants à expliquer correctement. Là plutôt on va parler des états-majors, pourquoi vous devez les équiper dans vos régiments, qu'est-ce que ça apporte en fait, quelles sont les conditions pour les champions, etc. Ça peut quand même être intéressant. On va parler également bien sûr des mercenaires et des alliés parce que c'est quand même quelque chose qui revient dans Warhammer Old World et qui fait très très plaisir. Et on parlera aussi un petit peu de cette petite précision de régiment et de détachement qui a l'air maintenant d'être une règle générique et non plus une règle simplement impériale. Donc on va commencer par la base d'un régiment parce que vous avez certes le nombre de figurines dans l'unité, mais ce qui représente aussi souvent un régiment, c'est son état-major. Alors là, pour les nouveaux qui ne connaissent pas véritablement Warhammer, l'état-major, ça se compose de 3 figurines qui sont tout simplement des améliorations que vous payez sur une figurine déjà existante. Vous prenez un épéiste, vous devez payer un sergent épéiste si vous voulez un champion d'unité. Vous allez donc payer un peu plus cher cette figurine, mais quasiment tout le temps le champion sera un tout petit peu plus fort, ou en tout cas aura des meilleures statistiques que le reste de son unité. Vous avez également un étendard qui sort majestueusement de votre régiment pour donner du courage, et vous avez un musicien qui peut avoir quasiment n'importe quel instrument qui encourage vos troupes. Voilà en quoi est constitué un état-major. Les petites règles de l'état-major sont assez simples à retenir. L'étendard doit toujours être sur le rang combattant à l'avant du régiment, comme tout le reste de l'état-major, et voire même est prioritaire pour ce qui est de l'orientation de votre régiment. Si vous tournez votre régiment, eh bien l'état-major doit suivre à l'avant, l'étendard au centre. Si jamais vous avez un rang de 5 personnages, enfin de 5 figurines, mais que vous avez mis 5 personnages, les personnages par contre passent par-dessus cette règle et pourraient aller à l'avant. L'avantage aussi par exemple des damoiselles bretonniennes qui peuvent être à l'arrière pour être protégées et éviter d'être prises sur le coup. Donc voilà, retenez simplement pour faire extrêmement simple que l'état-major doit toujours être devant et ne peut être remplacé que par des personnages si jamais. Donc, le premier membre à expliquer de l'état-major, c'est le champion, le chef de régiment, entre guillemets, le sergent. Il a énormément de noms différents, hein, c'est pas vraiment quelque chose qui est spécifique avec juste le mot champion. Par contre, il est bien une catégorie, il compte presque toujours, en fait, comme un petit personnage qui est spécifique dans votre régiment. Alors, un exemple extrêmement important, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo, c'est parce que ça s'est passé sur une partie test qu'on avait fait sur le studio, dans le studio. C'est par exemple les personnages comme les sergents, les petits champions, eh bien sont certes les personnages que vous payez comme un sergent de régiment, mais ça peut être aussi des petits personnages spécifiques que vous payez simplement pour l'unité, comme par exemple le moine du Graal chez les Bretonniens, la nouvelle petite personnalité qu'on peut trouver dans les hommes d'armes. Donc ces deux catégories de personnes sont bien des champions d'unité, ce qui fait qu'ils ont quelques règles un peu spécifiques pour eux. Donc déjà, vous l'avez compris, le champion d'unité a des statistiques très souvent un peu meilleures que celles du régiment qui est avec lui. Alors, il fait partie du régiment, ce n'est pas un personnage qui peut sortir du régiment comme un personnage, c'est un champion, c'est une catégorie bien à part. Et le fait que, pourquoi il est là en fait ce personnage, c'est que très souvent, les petits champions peuvent avoir des armes spécifiques, peut-être même parfois des équipements spécifiques et pas seulement des armes, des règles spéciales, comme par exemple le triptyque avec le moine du Graal. Ça fait vraiment des petites choses qui sont extrêmement spécifiques, mais c'est surtout, la principale chose, c'est que si vous payez un champion d'unité dans votre unité, il sera toujours le dernier à être retiré en perte. C'est le dernier qui survivra. Sauf si il est au contact socle à socle, si vu qu'il est à l'avant, il sera à contact socle à socle avec des unités. S'il est au contact socle à socle avec un adversaire, l'adversaire, avec ses propres figurines contact socle à socle, pourra lui mettre des attaques à lui spécifiquement. Le joueur devra donc préciser, alors j'ai une ligne de 5, j'ai un gars qui va taper ton champion, 4 qui vont taper ton unité.
Ça peut être extrêmement intéressant ou à réfléchir quand vous êtes plutôt du côté de la défense pour ça. Pensez bien que si jamais votre petit moine du Graal il est très utile pour que votre ligne tienne la ligne, méfiez-vous que parfois un adversaire peut centraliser ses attaques sur lui et donc le tuer prioritairement. C'est l'une des seules manières de pouvoir tuer un champion au corps à corps, c'est de le cibler avec des attaques de figurines socle à socle. Par contre, si jamais c'est au tir ou à la magie que ce personnage est ciblé, alors si on peut cibler un personnage unique, on peut cibler un champion avec la magie ou certains tirs, comme les snipers elfes Sylvain, ou les snipers impériaux, les ingénieurs avec le long fusil du Hoogland, mais il n'y a pas que ça. Un gabarit, vous savez très bien qu'un gabarit recouvre des figurines avec cette petite particularité qu'ont les machines de guerre ou certains sorts. Et bien là, si le champion loupe une espèce de sauvegarde d'attention messire, celle qu'on connaît de base de Warhammer Battle, s'il fait sur un dé seulement un 1, eh bien il prendra le coup et risquera de mourir. Mais là je parle bien seulement de gabarit. Si jamais ce sont des tirs classiques qui ne visent pas spécifiquement quelqu'un, eh bien là c'est les autres qui prendront toujours le coup à sa place. Même s'ils ne sont plus que 3 et qu'il ne reste plus que le musicien, l'étendard et le champion, s'il y a 2 pertes, on devra retirer le musicien et l'étendard, et le champion sera le dernier debout. Et pourquoi en fait on met un champion ? Pourquoi on met un champion ? Juste pour avoir un petit personnage un peu plus fort ? Pour avoir des règles spéciales ? Alors certes, parfois ça peut vous sauver la vie, surtout par exemple comme le mur de bouclier bretonien avec ce petit triptyque moine du Graal qui est franchement, on va pas se mentir, excellemment pratique. Mais il y a aussi surtout le fait que les champions, comme les personnages, les champions peuvent toujours lancer et relever des défis. Donc vous pouvez avoir un énorme personnage super puissant qui approche vers vous pour essayer de tuer votre sorcier, et bien le champion arrivera et dira je te lance un défi pour sauver votre sorcier pendant un tour. C'est souvent un acte héroïque, mais ça peut parfois faire la surprise. Donc ça, c'était le champion d'unité. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire par rapport à lui. Ensuite, c'est l'étendard. Alors là, l'étendard, c'est aussi quelque chose d'extrêmement représentatif. On explique bien que l'étendard, même s'il porte une énorme bannière, eh bien, est toujours équipé comme l'est son régiment. Donc s'il a les régiments et des armes lourdes, le porte-étendard aura aussi des armes lourdes, même si la figurine ne le représente pas. C'est juste pour montrer l'excellence de ce personnage, ou alors que le régiment lui-même vient protéger le porte-étendard. Donc le porte-étendard de votre régiment n'est pas comme une grande bannière, attention, la grande bannière a une aura super importante, etc. Mais l'étendard est quand même extrêmement important dans Warhammer World. Donc déjà, lors d'un corps à corps, dans de n'importe quel corps à corps, si vous avez un étendard dans votre régiment gagne un bonus fixe au résultat de combat de +1. Vous pouvez même parfois équiper les étendards de certaines capacités magiques qui leur donnent du cumul à cela en plus. Donc vraiment, c'est toujours intéressant d'avoir un étendard dans son régiment, rien que pour avoir un petit +1 naturel au résultat de combat. De plus, si jamais vous mettez en fuite un régiment qui, justement, possède un étendard, un régiment ennemi, si vous le mettez en fuite au corps à corps, si vous le mettez en fuite au corps à corps et que vous le rattrapez, donc vous le poursuivez, vous avez fait plus que lui, vous l'avez rattrapé, vous l'avez mangé. Ou alors, si vous avez poursuivi ou chargé une unité et que vous l'avez mangée alors qu'elle était déjà en fuite, ça fonctionne aussi. En fait, il faut pouvoir choper un étendard lorsqu'il est en fuite. C'est la seule chose qui est précisée. Et tout simplement, si vous faites ça, eh bien, vous détruisez l'étendard complètement, comme le reste de l'unité, bien évidemment, mais surtout, vous mettez des points bonus au résultat de combat, au résultat même de l'intégralité de la bataille. Donc les trophées de guerre, c'est toujours intéressant. Ce qui précise bien donc que si jamais vous êtes en fuite avec votre étendard dans votre régiment, mais que vous vous ralliez parce que l'adversaire ne vous a pas rattrapé, vous ne perdez pas votre étendard, comme la grande bannière. Dernière chose, contrairement au champion, l'étendard, il est bien devant, sur la ligne avant, comme vous l'avez compris. Cependant, on ne peut quasiment jamais le cibler lui-même. Vous avez peut-être tué la personne qui portait l'étendard, quelqu'un viendra prendre sa place pour reprendre l'étendard derrière. L'étendard, s'il y a un champion dans l'unité, est le deuxième à partir en dernier. Et là, vraiment, tout le temps. Le champion, autant peut être ciblé au corps à corps en socle-socle. Là, par contre, l'étendard, il sera, très souvent même d'ailleurs, si vous ne payez pas de champion, il sera le dernier à partir de tout votre régiment. Donc, le musicien sera enlevé avant l'étendard. Espérons que vous en perdez pas trop pour les prochaines parties.
Enfin, le musicien. Alors le musicien avec sa petite trompette ou son petit tambour, pareil, il est équipé exactement comme les autres. Il compte comme s'il était équipé comme tous ceux de son unité. C'est juste pour représenter la dextérité de ce personnage. Pour ça qu'on paye en plus le musicien. Il est un peu plus doué que les autres parce qu'il fait de la musique. Ben oui, c'est important. Et à quoi ça sert d'avoir un musicien? Eh bien, le musicien, c'est celui-là qui galvanise les troupes si jamais vous arrivez à une égalité sur un résultat de combat. On l'a vu en partie test, ça arrive plus d'une fois même maintenant. Et tout simplement, si vous arrivez à faire une égalité, eh bien, le camp qui possède un musicien, parce que peut-être que l'autre joueur n'a pas payé le musicien ou n'a pas la capacité de payer un musicien dans l'unité qui attaque, eh bien, vous gagnez le combat de 1. Voilà, vous avez un petit plus 1 gratos sur votre résultat. S'il y a une égalité avec votre musicien, si l'adversaire n'en a pas, ou l'inverse aussi, eh bien, vous gagnez un petit bonus de plus 1 au résultat de combat. Et ça, c'est quand même assez sympa. Également, lorsque vous êtes en fuite et que vous avez un musicien dans votre régiment, lorsque vous testez votre ralliement, quand vous testez n'importe quel jet de ralliement, c'est précisé, eh bien vous avez un plus 1 de commandement sur cette unité qui est en fuite. C'est toujours aussi sympa de savoir ça parce qu'on oublie très 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 souvent cette règle que le musicien nous donne un petit plus 1 au commandement. Idem, il motive vraiment les troupes, le musicien, même peut-être on dirait un peu plus que l'étendard. En gros, si vous avez un musicien dans votre unité et que vous êtes à côté d'une unité ennemie à 8 pas ou moins et que vous voulez faire une marche forcée, je vous l'ai précisé qu'on avait fait dans les vidéos précédentes l'explication de la marche forcée, si jamais vous voulez faire une marche forcée à proximité d'un ennemi, vous devez faire un test de commandement. Eh bien, si vous avez un musicien dans votre régiment, vous faites ce test de commandement à plus 1, il vous galvanise suffisamment pour faire ça. Pareil, le musicien faisant partie de l'état-major, même s'il est en contact socle à socle avec des adversaires, il ne peut pas être ciblé au corps à corps, ou même s'il est ciblé, l'instrument est repris par quelqu'un d'autre qui joue finalement aussi bien que l'autre. Donc voilà, c'est les petites précisions sur le musicien. La précision importante par contre, c'est que le musicien maintenant ne fait plus tester le commandement après une reformation pour pouvoir tirer. Avec la nouvelle méthode de manœuvre que nous explique Old World, vous avez bien compris pourquoi le musicien ne permet plus de relancer de faire un test de commandement pour pouvoir tirer après une reformation. Étant donné que la reformation fait partie maintenant des manœuvres officielles que vous pouvez faire dans la phase de mouvement, eh bien, vous n'avez plus besoin du musicien pour faire tester. Cette règle est donc disparu pour le musicien, pour ceux qui connaissaient Warhammer Battle. Donc voilà, ça c'était les règles des états-majors, c'est plutôt assez simple et pas trop compliqué, mais ça mène toujours un petit peu de spécificité pour chaque unité qu'on aura dans son armée. Je ne vous ferai pas de vidéo sur toutes les armes et les armes et équipements du livre de règles, parce que déjà ça serait que de l'énumération et ça serait chiant, on va pas se mentir. Donc tout simplement ça, on le fera en stream, en direct, pour pouvoir réagir, avoir des avis, parce que si j'invite quelqu'un exprès seulement pour parler des armes et des armures, ça va être un peu saoulant, on va pas se mentir. Donc on le fera tous ensemble sur les streams du lundi, très certainement celui dans 2 semaines par rapport à cette vidéo que vous regardez maintenant. Donc n'hésitez surtout pas à bien venir nous rejoindre pour avoir en intégralité toutes les armes et tous les équipements que vous pourrez trouver dans le livre de règles de base, avec aussi des avis de joueurs sur chaque utilité et inutilité parfois de certains. Donc maintenant, parlons des mercenaires. Alors, les mercenaires sont bien une catégorie de figurines, une espèce de type de troupe, entre guillemets, que je ne vous ai pas présenté dans la vidéo précédente parce que c'est lorsque vous recrutez des unités mercenaires qu'ils deviennent mercenaires dans votre armée. C'est des précisions un petit peu spécifiques, ce n'est pas l'armée mercenaire que certains attendent depuis un bon moment, mais peut-être qu'on aura des surprises. Soyons positifs, entre guillemets. Donc, en quoi ça consiste de recruter des mercenaires? Comme vous le savez, les armées de Warhammer Old World ne peuvent recruter, en tout cas pour ce qui est des grandes armées de ce que l'on sait maintenant, ne peuvent recruter que 20% maximum de la valeur de points en mercenaires. Ça veut dire que vous pouvez combler une lacune de votre armée avec des mercenaires qui combleront cette lacune. Ça peut être extrêmement intéressant, ça c'est sûr en termes de gameplay. La seule chose, c'est que les mercenaires sont des gens peu fiables. Une chance sur 6, ils sont plutôt peu fiables. En gros, avant le déploiement, vous allez jeter un dé 6 pour chaque unité mercenaire que vous avez dans votre armée. Et tout simplement, si vous faites un 2+, aucun problème, les mercenaires seront à vos côtés, vous les déployez normalement. Mais si jamais vous faites un 1, eh bien il y a un tableau d'incidents mercenaires. Et ça, c'est juste trop drôle.
Donc le tableau des incidents mercenaires, il est très très drôle. Rappelez-vous bien, si vous avez des unités mercenaires, vous jetez un des 6. Si vous faites un 1 avant le déploiement, vous jetez à nouveau un des 6 sur ce tableau. Si vous faites un 1, eh bien vos mercenaires ont passé une nuit arrosée, ils deviennent stupides pour tout le reste de la bataille, et s'ils étaient déjà stupides, ils ont plus 1 sur les jets de commandement qui testent la stupidité. C'est très très rigolo. Vous avez, si vous faites 2 et 3, pour ce prix-là, vous n'aurez pas mieux. Hein. Je trouve ça vraiment sympa. Vu qu'ils traînent les pattes pour aller au combat, ils ont -1 à l'initiative et au mouvement. C'est n'importe quoi. Si vous faites 4 et 5, alors on n'a pas entendu le chant du coq, eh bien ils arriveront en embuscade. Ils n'arriveront autour d'eux que sur un 6 naturel au lieu d'un 4. C'est encore pire. Ils arrivent sur un 6 autour d'eux. C'est n'importe quoi. Les mecs, on n'a pas entendu le chant du coq. Et si vous faites un 6, ils ont vraiment pas envie de se battre et ils ont -1 au commandement. Ouf, en gros, c'est bien les mercenaires, mais 5 fois sur 6. Méfiez-vous donc, ça peut, au final, vous coûter cher de recruter des mercenaires. J'ai bien choisi mes mots, vous avez bien compris. Bon, par contre, si vous ne voulez pas de mercenaires, vous n'avez pas assez confiance en eux, ou alors vous n'avez pas assez d'argent pour les payer, vous pouvez choisir dans votre armée, et ça aussi c'est le grand plaisir qui revient, des alliés, bien sûr les fameux alliés suspects, peu fiables, ou des alliés de confiance que vous pouvez recruter dans votre armée. Alors je rappelle bien que vous ne devez pas dépasser 25% maximum de votre armée complète en alliés, mais il y a même des restrictions dans les alliés. Vous devez recruter un général dans vos alliés. C'est-à-dire que vos alliés, vu qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la présence charismatique et de votre grande bannière et du commandement de votre général, il leur faut leur propre général. Donc ça coûte très vite très très cher en fait les alliés en termes de points. Donc vous devez recruter au moins un général pour vos alliés et derrière vous n'avez aucune limite en nombre maximum d'unités alliées que vous pouvez recruter. Donc pour ce qui est après des restrictions très spécifiques, vous l'avez compris, les personnages alliés ne peuvent aller que dans les unités alliées. Les unités alliées ne peuvent pas être rejointes par des personnages qui appartiennent à l'armée principale. Comme je vous l'ai dit, les alliés ne peuvent pas utiliser la présence charismatique et la grande bannière de votre armée principale. Comme vous ne pouvez pas prendre le commandement du général ainsi que la grande bannière des alliés si vous en prenez. Et pour le reste, les restrictions s'arrêtent là. Si les alliés se mettent en fuite, vous devez tester, etc. Bref, c'est vraiment des unités qui peuvent même avoir des sorts bénéfiques de votre sorcier. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pour les alliés fiables. Si vous avez dans votre armée des alliés peu fiables, eh bien, ils comptent tous avec la règle conscrit. Voilà, alors là aussi, pour toutes les règles spéciales, on ne fera pas une vidéo intégrale de toutes les règles spéciales en énumération, à moins d'en faire une 8e. Vous me direz dans les commentaires si vous en voulez une 8e avec toutes les règles spéciales. Sinon, pareil, on fera toutes les règles spéciales en stream avec toutes les questions que ça peut vous poser, toutes les réactions que ça peut vous poser, et on le fera lundi soir. Ça sera littéralement le but du stream de lundi soir, vu que la dernière vidéo sortira vendredi, vous n'aurez pas de problème pour grappiller cette date sur votre calepin, et il n'y aura pas de rediff sur YouTube, parce que ça peut peut-être pas faire très bien plaisir à Games Workshop. Sinon, on verra avec les champions de la législation sur YouTube, vous me direz. Sinon, on fera une 8e vidéo. Mais mettez-le dans le commentaire si vous voulez bien savoir ça. Donc en gros, ces unités-là ne peuvent pas utiliser le commandement de votre général ni la grande bannière, mais ça on le savait déjà. Mais c'est surtout qu'ils ne provoquent pas de panique lorsqu'ils sont démoralisés au combat. On n'en attend pas grand-chose en fait des conscrits et donc des alliés peu fiables. L'autre petite spécificité qui, là par contre, peut vous gêner dans votre stratégie, c'est que les alliés peu fiables ne comptent jamais comme amis lors d'un sortilège. Voilà, donc si jamais vous faites un sortilège qui touche une unité amie, vous n'avez pas le droit de le faire sur des unités d'alliés peu fiables. Enfin, un allié suspect va combiner toutes les règles des alliés peu fiables que je viens de vous présenter à l'instant,
mais aussi il va en gagner quelques petites autres, des petites règles sympatoches qui se rajoutent. Donc si jamais un allié suspect s'enfuit à travers une de vos unités, eh bien, alors votre allié suspect s'enfuit à travers votre unité principale, eh bien il va faire des tests de terrain dangereux comme s'il passait à travers une unité ennemie. Voilà, parce que d'habitude on ne le fait pas, je le précise bien, quand on panique à travers un allié, eh bien, enfin une unité de son armée, on ne fait pas de test de terrain dangereux. Là par contre on en fait un, parce que voilà, c'est suspect, c'est suspect. Et de plus, si des unités d'alliés suspects sont à 6 pas ou moins d'une de vos propres unités d'armée, de votre armée principale, eh bien les alliés suspects ont -1 au commandement parce que eux aussi, voilà, il y a quelque chose, il y a un doute très important. Donc voilà, avoir des mercenaires et des alliés, ça peut autant fiabiliser votre ligne que ça peut aussi vous mettre un petit peu parfois dans la mouise. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous parler un tout petit peu des régiments et détachements, la règle qui officialise le fait qu'elle devient générique pour certaines unités qui l'ont bien marqué dans leur descriptif de feuille de caractéristiques. Elles ont le régiment ou elles ont, alors c'est régimentaire et elles ont le détachement. Et bien là, pour tous les joueurs impériaux, ça doit vous parler. Pour ceux que vous qui ne connaissent pas, eh bien la règle de régiment et de détachement fonctionne en fait ensemble. Vous pouvez recruter un régiment dans une unité régimentaire dans votre armée et vous pouvez lui accoler un détachement. Comment ça fonctionne? C'est qu'au déploiement, vous devez les déployer les deux ensemble, à 3 pas l'un de l'autre, et en fait, ils vont se jouer conjointement. Donc déjà, super intéressant. Si jamais l'unité régimentaire, donc l'unité mère si vous préférez, possède la haine, la frénésie, l'obstiné ou l'immunisé à la psychologie, les détachements l'ont aussi, tant qu'ils restent encore une fois à 3 pas de leur régiment. Ça devient vraiment très très fort cette mécanique, et quand on sait que les brise-fer et les drakes de fer peuvent le faire ensemble, ou les lanciers et les archers peuvent le faire ensemble, ça donne tout de suite un petit peu de plaisir. Enfin, si jamais vous chargez une unité qui est régimentaire, eh bien l'unité qui est en détachement, ou les unités en détachement, eh bien peuvent faire deux choses. Soit elles peuvent, alors que vous chargez bien le régiment mère, je l'ai bien dit, et que le régiment mère tient sa ligne, c'est important qu'il reste sur place, eh bien, ceux qui sont équipés d'armes de tir, les détachements pourront tirer sur l'unité qui charge le régiment mère, ou alors, une fois que le régiment mère sera en contact avec l'ennemi, des unités équipées d'armes de corps à corps pourront contrecharger et donc faire gratuitement refermer la ligne sur le flanc de l'unité adverse. C'est monstrueusement puissant quand tu sais maintenant que ce ne sont plus que les impériaux qui peuvent faire ça. Voilà. Cependant, il y a aussi des petits changements par rapport à l'ancienne version du jeu, à la V8, à la V6, à la V7. Les sortilèges maintenant qui touchent l'unité régimentaire, qui pourraient par exemple leur donner quelques petits bonus, ne s'appliquent pas au détachement. Ça, c'était déjà le cas avant. Si vous mettez un gros bloc de 30 gars en unité mère et 2 blocs de 15, eh bien même les blocs de 15 pourront avoir leur bonus de rang, pourront être effectifs au combat, et si jamais ce sont eux qui sont chargés, ce sont les détachements qui sont chargés par un adversaire, l'unité régimentaire ne peut pas faire de tir en contre-charge ou de charge de contre-charge. C'est bien précisé aussi. Mais n'oubliez pas que les détachements, s'ils sont à 3 pas de leur unité régimentaire, gagnent la haine, l'obstiné, l'immunisé à la psychologie ou la frénésie. Donc si jamais l'adversaire est obstiné, le régiment est obstiné, le détachement l'est aussi. Donc faites gaffe de ne pas rebondir, ça pourrait être dommage quand même. Donc voilà, on a fait un petit tour de ces explications, mais je pense que c'était assez nécessaire de le faire parce qu'il y a encore des petits changements subtils, il y a des habitudes qu'il va falloir changer encore un petit peu, et surtout, c'est de la nouveauté, ça fait plaisir. Donc pour la dernière vidéo, comme vous l'avez compris, on fera 2 streams pour les règles, pour vraiment échanger et pas non plus faire que de l'énumération. Donc les règles spéciales, toutes les règles spéciales, les 70 petites règles spéciales seront expliquées en stream, en détail, donc lundi soir 20h. Pour tout ce qui est des armes et équipements, pareil, ça sera lundi prochain, donc dans 2 semaines, là aussi en stream pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et donc la dernière que je vais vous présenter, la dernière vidéo qui arrivera donc demain pour finir cette semaine, eh bien ça sera les scénarios, comment on joue, comment on gagne, mais c'est surtout aussi les petites règles des décors, les précisions
en détail du champ de bataille, qui peuvent donc changer un tout petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début, qui peuvent vous apporter des bonus, quelques malus. Et je pense qu'en ayant fait cette dernière vidéo qui sortira demain, vous aurez eu le total pour commencer à jouer, sachant que les règles spéciales, c'est très souvent, il faut les utiliser, mais après 1 ou 2 parties, pour déjà comprendre la base. J'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Lundi soir, les règles spéciales. Lundi dans 2 semaines, tous les armes et équipements. Soyez au rendez-vous. Les liens sont en description pour avoir, bien évidemment, les liens de la chaîne Twitch. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez, faites parler de nous. Faites profiter de ces vidéos aux curieux. Sachez que je ne monétise aucune de ces vidéos. Hein. J'ai pas voulu les monétiser. C'est juste pour les partager avec tout le monde. Donc ça me prend beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas aussi sinon à nous soutenir sur le Tipeee, ça peut toujours faire plaisir et nous aider grandement. Donc merci à tout le monde et on se retrouve demain pour la dernière vidéo d'apprendre Old World en cette vidéo.